Relativement noir. Être pur, c'est de laisser passer des choses noires. Bon. Dans un contexte évolutif ou évolutionnaire, dans un contexte plutôt cosmique, l'énergie noire n'existe pas dans la galaxie, elle n'existe pas dans l'univers, elle existe surtout en ce qui concerne relativement noir. Être pur, c'est de laisser passer des choses noires. Bon. Dans un contexte évolutif ou évolutionnaire, dans un contexte plutôt cosmique, l'énergie noire n'existe pas dans la galaxie, elle n'existe pas dans l'univers, elle existe surtout en ce qui concerne la planète Terre. Quelqu'un qui a une conscience qui échappe à la planète Terre, s'il devient pur, il devra laisser s'exprimer une énergie qui n'est pas noire, qui n'est pas planétaire, qui n'est pas astralisée. Donc, l'être humain est finalement toujours pur. Mais lorsqu'il a accès à une conscience un peu plus évoluée, pour que sa pureté puisse lui servir dans sa conscience, alors il devra transformer ses canaux de transmission d'énergie, il devra devenir encore un peu plus diaphane, c'est-à-dire qu'il devra laisser passer encore plus facilement de la lumière. Quand tu fais passer de la lumière décolorée à travers un filtre décolorant, le filtre, même s'il décolore, ça ne paraît pas. On peut donc considérer qu'il est pur. Par contre, lorsque tu fais passer une lumière qui est totalement pure elle-même, qui est totalement lisse, totalement transparente, qui n'a pas de couleur, mais qui les contient toutes, dans un filtre décoloré, alors là tu risques d'avoir une distorsion. Alors la personne ou le filtre qui était pur dans une certaine circonstance n'est plus pur maintenant, alors que finalement il a toujours été pur. Mais dans un cheminement vers... Où se situe la pureté dans le cheminement vers la formation du double éthérique? Bon, premièrement, quand on parle de pureté, de cette façon, on doit parler de transparence. Donc le mot, ce serait transparence. Transparence, c'est beaucoup mieux que pureté. Pour un paquet de raisons. Premièrement, le phénomène de la transparence, c'est ce qui va permettre à toute forme d'énergie de te traverser sans laisser de traces chez toi. Ça veut dire que tu n'auras plus la capacité de cumuler de l'expérience, tu n'auras plus la capacité de cumuler de la mémoire psychologique, de la mémoire astrale, tu ne pourras plus non plus être manipulé, tu ne seras donc plus manipulable. Par contre, tu vas être capable de transformer à peu près tout ce qui existe dans les contextes mémoriels pour la simple raison que non seulement la mémoire ne laissera pas de traces chez toi, mais toi, nécessairement, tu en laisses partout dans la mémoire. Alors, la personne qui devient transparente, c'est une personne qui atteint l'un des plus hauts sommets des possibilités évolutives sur le plan planétaire. L'être humain ne peut pas atteindre autre chose que la transparence tant qu'il reste assujetti au contexte planétaire. Autrement dit, tant qu'un être humain n'a pas de contact, n'a pas de terminé sa fusion avec un double éthérique et n'a pas été extraterrestrisé, nécessairement, il ne peut pas dépasser le phénomène de la transparence. Mais est-ce que le double éthérique commence à être formé avant qu'il atteigne la transparence? Le double éthérique commence à être formé à l'instant où la personne vit des anégoïsations. Cela veut dire que dès la naissance, l'enfant qui est écrasé par le bassin de la mère, etc., et les contractions, l'enfant qui vient au monde déjà vit une forme d'anégoïsation. Il n'a pas le contrôle de rien. Il va nécessairement engendrer des parcelles, il va rejeter des parcelles de son ego, à peine constituées, et cela va créer de la matière morontielle, c'est-à-dire cela va créer des particules qui pourront à un moment donné servir soit à recréer une âme, soit à reparamétrer une âme, soit à engendrer des êtres contrôle, soit à engendrer des marcheurs intérieurs, extérieurs. Au niveau de la psychologie humaine, ça pourra servir à plusieurs choses. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que tout au long de sa vie, l'être humain vit des phases d'anégoïsation qui vont l'obliger à engendrer une structure mentale. Donc, rejetant encore des parties égoïques à l'extérieur, progressivement, ces parties quand même resteront centrées autour de lui, et progressivement, ces parties morontielles auront tendance à se grouper autour de l'ego, et cela va engendrer l'intellect et le mental. L'individu s'est anégoïsé et a engendré le mental, et on sait aussi que plus l'individu s'anégoïse dans les premiers temps, plus le mental devient puissant. Sauf que plus le mental devient puissant, plus l'ego peut prendre de l'expérience puissante et l'ego recommence à s'égoïser. Il y a un jeu comme ça qui se fait un grand bout de temps, mais chaque fois qu'il y a une brisure au niveau de l'ego, un choc, que ce soit la mortalité de quelqu'un, que ce soit la découverte que le Dieu que tu croyais n'est peut-être pas ce que tu pensais, bref, tout au long de la vie des individus, il y a suffisamment de petits chocs, de petites initiations lunaires qui vont projeter à l'extérieur du corps physique de l'énergie, qui est de l'énergie périspretique, donc l'énergie de l'enveloppe de l'âme, constituée à même les mémoires volatiles, et cela fait en sorte qu'il y a de plus en plus la création de particules ou de matière morontielle à caractère humain. Mais ça, c'est parallèlement. C'est-à-dire que c'est le début de la création d'un double éthérique, même s'il n'y a pas de double éthérique.
Donc, il n'est pas personnalisé. C'est pour ça que... Ah, il n'est pas personnalisé, il n'est même pas identifié, il n'y a absolument rien. C'est exactement comme si, avant de faire une maison, on commence par trouver des bons arbres. Alors, l'arbre, c'est vraiment pas une maison, on ne sait pas encore en regardant l'arbre si c'est la porte ou la fenêtre. Mais pas d'arbre, pas de bois, pas de maison dans la majorité des cas. Alors, l'être humain commence à créer son double éthérique, son double morantiel, à l'instant même où il vient au monde. La particularité, c'est que certaines personnes, dans leur vie, si elles deviennent... Bon, pour avoir un double éthérique suffisamment constitué, il faut avoir eu un ego extraordinairement puissant. C'est pourquoi la majorité des personnes qui se conscientisent souffrent énormément, ont énormément de problèmes, de lutte, ils ont des inhibitions, évidemment, pour les forcer à rester sur un plateau de conscientisation, alors qu'ils fuiraient totalement l'inhibition pour engendrer une libération. Pour avoir un double éthérique, cela demande énormément d'énergie, et cette énergie, normalement, n'est pas astralement suffisamment présente dans la majorité des êtres humains. C'est pourquoi l'être humain doit passer par des phases d'évolution où il aura accès à la croyance, où il aura accès à la foi, où il aura accès à la culpabilité, où il aura accès finalement à des mécaniques qui vont lui permettre de s'écœurer, d'avoir l'orgueil de dire qu'il se prend en main, de vouloir foncer, de vouloir mieux contrôler, et à chaque échec, il voudra recommencer un peu mieux, et cela va créer chez l'humain un orgueil assez phénoménal. Donc, les individus qui vivent de la conscientisation finissent souvent par développer le snobisme, de l'évolution, etc., etc., etc. Ils ont un gros orgueil. Mais une fois que ça c'est dépassé, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que le double éthérique commence à être formé? Bon, une fois que ça s'est dépassé... Personnalisé? Oui, une fois que c'est dépassé, il va se passer effectivement... lorsque il y a suffisamment de bribes établies entre le plan supramental et l'astral et le corps, donc et le mental, lorsqu'il y a suffisamment de descente d'énergie supramentale, suffisamment codifiée par l'ajusteur de pensée pour qu'elle ne soit pas trop connue, trop sue de l'astral, lorsque cela se fait, il y a début d'agglomération de particules et à un moment donné, évidemment, il y a la création d'une entité morontielle qui est absolument fondamentale dans l'élaboration d'un double éthérique qui un jour sera personnalisé, identifié, reconnaissable même par l'ego et reconnaissable par le mental et qui aura la capacité de ne pas rester totalement volant, planant dans le plan morontiel, mais qui pourra aussi venir se souder à l'humain, donc se fusionner à l'humain. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont capables de créer des doubles éthériques qui n'ont pas la capacité de se fusionner avec l'humain. Ça, c'est un problème parce que dans l'Antiquité, il y a plusieurs personnes qui, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont parvenus à un contact supramental suffisant. Ils ont vécu des parties d'anégoïsation à travers 20, 30, 40, 50 ans. Et ils ont fini par engendrer leur double éthérique, mais un double éthérique qui n'était pas tributaire d'une entité morontielle, un double éthérique qui n'avait pas été formé par la conscience... par les entités spirituelles qui, à un moment donné, peuvent réincarner la conscience astrale de l'humain. Et cela fait en sorte qu'on a un double éthérique qui te permet une communication avec le plan supramental, comme Mère a eu, comme Aurobindo a eu, comme d'autres ont eu aussi dans le passé. Il y a un double éthérique qui te permet d'avoir une bilocation de conscience, qui te permet d'avoir un vécu avec un troisième sens, un troisième cerveau. C'est comme si tu avais un œil placé dans le plan supramental qui te permettait de voir ce qui se passait dans le plan supramental, comme si tu avais une oreille qui te permettait d'entendre. Et par contre, la problématique, c'est que ton corps physique mourra. Tu n'es pas éternel encore parce que le double éthérique que tu as constitué est un double éthérique qui ne peut pas se fusionner à ton corps physique parce qu'il n'a pas été créé à partir de certains principes. Un principe qu'on va voir surtout pendant le PMC+. Donc, je ne vais pas trop élaborer dessus. Maintenant, la pureté, elle est essentielle en ce sens que nécessairement le double éthérique doit être lui-même devra être pur. Qu'est-ce que ça veut dire être pur? Ça veut dire simplement qu'il devra être placé dans un axe particulier où il n'y aura pas réfraction ou diffraction de l'énergie. Cela veut dire que tu peux prendre une plaque de verre et la lumière la traverse directement. Si tu la courbes légèrement, une partie de la lumière va commencer à être réfléchie par la plaque de verre et une autre partie va la traverser, mais en étant bifurquée par la plaque de verre. Ta plaque de verre reste transparente, mais étant mal orientée, elle devient impure. Puis comment faire pour bien l'orienter? Il faut travailler évidemment sur la mécanique des inhibitions et la problématique, c'est que la majorité des individus qui ne sont pas encore à un niveau de communication supramentale de ce qu'on appelle le respect ne sont pas suffisamment inhibés, donc ils sont trop libérés, et de ce fait, ils devront parvenir à être inhibés, à s'inhiber, et lorsqu'ils seront suffisamment inhibés, l'intelligence pourra maintenant recommencer à ajuster ces plaques de façon à laisser l'énergie couler à travers eux, sans les obliger à retourner vers une liberté, là où il y aura l'ablation de la conscience.
Exactement comme lorsque les personnes font mon séminaire pour la première fois ou lorsqu'ils me rencontrent, la majorité sont totalement inhibés par rapport à moi. Et ça, c'est absolument essentiel parce que si les individus se libèrent par rapport à moi, la majorité de toute l'information qui leur sera communiquée par ma parole ou par ma présence, par mon énergie, sera une information qui sera facilement colorée, déformée par les individus, et les individus ne pourront jamais avoir accès à suffisamment d'énergie pour développer eux-mêmes leur propre conscience. Sauf qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas suffisamment inhibés par rapport à eux-mêmes, qui ne sont pas suffisamment inhibés par rapport à la mort ou à la vie, qui ne sont pas suffisamment inhibés par rapport à l'énergie, par rapport à la conscience. Dans l'Antiquité, quand on disait « tu dois craindre ton Dieu », c'est un peu cette forme d'inhibition face à Dieu. Lorsque tu es inhibé face à Dieu, à un moment donné, tu vas découvrir Dieu, mais avec de l'intelligence et non pas avec de l'ego. Si tu découvres Dieu à partir d'une libération face à Dieu, comme les personnes à un moment donné qui abandonnent leur religion, et puis là, ah ben Dieu c'est ci, puis là, ils en parlent, sans respect, c'est-à-dire que tout leur langage est absolument inajusté, et ils se sont libérés de la religion, ils se sont libérés de Dieu, sauf que c'est l'astral qui les a libérés, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'énergie supramentale qui les aura rendus libres. Lorsque l'intelligence supramentale rend libre un être humain, elle le rend désinhibé. C'est-à-dire que l'individu a la même liberté face à une chose, sauf que l'individu n'agit pas de la même façon. L'individu agira en fonction d'une écologie, en fonction de conséquentialité, en fonction d'une esthétique ondoformique, en fonction surtout d'engendrer des synergies de communication. Lorsqu'un être humain se libère, il n'est plus transparent pour la simple raison qu'il engendre une synergie astrale de communication, c'est-à-dire qu'on se rapproche encore plus de l'animal, on essaie de faire en sorte de créer dans la conscience astrale l'idée que toutes les formes d'inhibition ont en fait été des manipulations par des mécaniques d'involution, nous obligeant à être de plus en plus poignés, de plus en plus limités. Ça, c'est un coup de l'astral, ce que d'amener la libération. Absolument. C'est évident que c'est un coup de l'astral. L'individu perd sa conscience pour ramasser une forme. L'individu est prêt à payer le prix de sa conscience pour ne pas souffrir le poids de sa conscience. Donc, c'est ça. OK, c'est un marché inconscient avec l'astral. Mm-hmm. Ça, mais c'est parce que tout de suite après, il désassujettit de l'astral. S'il devient dans la désinhibition. S'il se désinhibe, nécessairement, il se désassujettit du monde astral, il devient transparent, donc pur. Et il aura, évidemment, la procédure même, il y aura la création d'une forme morontielle, un plasma morontiel. Il faudra qu'il commence par se récupérer, par se ramasser un plasma morontiel. Par la suite, il sera capable de le former en fonction de ce qu'il est, lui, au niveau vital, au niveau atomique. Et lorsque l'enveloppe sera faite, la majorité, sinon 100% de ce qui va rester de son anégoïsation, va être récupéré par cette enveloppe morontielle et cela va engendrer son double éthérique. Mais est-ce qu'il va être encore sur la Terre au moment où il est désinhibé? Oui, il est encore sur la Terre au moment où il est désinhibé, donc il est souvent sur la Terre, encore un peu en train de chialer, sauf qu'il ne chiale plus, mais disons qu'il est encore sur la Terre, oui. Mais il va être sur la Terre désassujetti du plan astral? Oui. Et la fusion, est-ce qu'elle est tout de suite ou... Non, la fusion, s'il est totalement désinhibé, la fusion, elle est presque tout de suite. Sauf que lorsqu'il aura terminé sa fusion, il y aura encore quelques mécaniques. Il n'aura pas... L'être humain... Il faut faire attention, parce que là, en même temps, on peut répondre à plusieurs choses qui sont vraies. C'est que les premiers humains qui vont se fusionner n'auront pas suffisamment d'énergie pour pouvoir se désassujettir de l'attraction planétaire. Bon. Sauf qu'ils seront désassujettis de l'attraction planétaire par des mécaniques qui sont matérielles, des interventions d'ordre plus extraterrestre que terrestre, et ils, par contre, seront toujours assujettis à la gravité planétaire, en ce sens que si on les ramène sur le contexte planétaire, ils ne pourront pas s'en sortir d'eux-mêmes. Donc, ça prend une aide. Ça prend une intervention. Donc, l'être humain n'est pas autonome. Ah, ben ça, non, l'être humain n'a jamais été autonome. Non, mais même une gang d'humains n'est pas autonome. Même une gang d'humains, même deux gangs d'humains. Donc, il faut... Sauf qu'une gang d'humains, ce que ça fait, ça devient un récepteur émetteur. Oui. Et ça émet et ça reçoit. Oui, mais si c'est pas plus libéré quand même que ça émet et que ça reçoit, c'est quand même pas autonome. Ça peut quand même pas accéder à un autre plan de par eux-mêmes. C'est ce qui va arriver. Ils vont accéder. À un autre plan. Mais pas par eux autres mêmes. Ben, c'est la même chose. Ben, s'ils accèdent, oui, effectivement, c'est la même chose. Mais bon, c'est que... voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, mais est-ce qu'il faut être au courant puis établir tout de suite un système de communication avec l'intervention? Non. Si on veut être au courant, on veut établir un système de communication, on va astraliser le système de communication, on va
inventer, on va essayer d'extrapoler un système de communication, puis on ne sera pas dedans du tout. Une gang d'humains qui est en fusion ou qui est suffisamment fusionnée a la capacité d'émettre suffisamment d'énergie, donc ça devient, ils rayonnent. Leur énergie rayonnante va nécessairement perturber énormément de mécanique astrale. La mécanique astrale perturbée dans un contexte planétaire fait en sorte que cela déclenche un système d'alerte dans d'autres plans. Et ces systèmes d'alerte vont faire en sorte qu'il y a des mécaniques capables de transporter les êtres humains fusionnés ou les êtres humains en fusion vers des mondes qui ne sont pas gravitationnellement aussi astralement puissants ou impliqués que l'est le contexte planétaire. Ils auront une gravité qui sera capable de ramener le système atomique à son poids planétaire terrestre, mais cela n'aura pas d'incidence sur la mémoire, c'est-à-dire que toutes les expériences qui seront vécues dans le contexte d'une planète de celle dont je te parle, l'expérience astrale ne sera pas retenue par la gravité de cette planète et elle sera toujours en train de se répartir dans l'univers. Cela veut dire que si tu vis sur une planète comme la Terre et qu'à un moment donné tu glisses sur la neige, tu tombes sur les fesses, il y a l'expérience, la mémoire de l'expérience qui, elle, est conservée très proche de la planète Terre par le système gravitationnel terrestre. Parce que l'être humain est similaire au plan planétaire de par sa constitution atomique, il aura accès lui aussi à conserver près de lui ce genre de phénomène. Mais l'être humain n'a pas accès, n'a pas la capacité de conserver autour de lui de la mémoire astrale seulement à partir de son propre corps. Il a besoin d'un contexte gravitationnel planétaire relativement énorme. Les phénomènes qui pourront transporter certains êtres humains à un moment donné vont les amener sur une planète qui, elle, est beaucoup plus creuse, c'est-à-dire que au niveau du poids matériel, de la masse, il y aura des similitudes. Donc, ton cœur n'aura pas de problème, il pompera le sang de la même façon, etc., etc. Par contre, chaque fois que tu vas vivre une expérience, la mémoire matérielle, la mémoire expérientielle astrale ne pourra pas être retenue dans le contexte planétaire et elle sera dilapidée à travers l'univers. L'avantage qu'il y a là-dedans... Ça, c'est une planète qui rend libre. C'est une planète qui ne rend pas libre, c'est une planète qui ne te rend pas esclave. Oui, c'est où? C'est dans l'univers. C'est quelle planète? Oh, le nom, ça porte un paquet de lettres, puis trois chiffres après. On sait pas, en termes de cette planète. Je parle du Soleil, de cette planète, qui porte un nom. Les astronomes n'ont pas encore trouvé de planète autour de ça. Ils sont encore trop aveugles. Mais, c'est pas grave de savoir où ce que c'est par là-bas. Et ça tourne. Non, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que c'est jamais grave de pas le savoir. Est-ce qu'on peut... C'est comme si tout va nous arriver à notre insu. C'est dans la constellation du Sagittaire. Hein? C'est mieux, hein? Je suis un petit peu plus où me rendre. Savoir quoi dire au taxi. Oui, mais le problème n'est pas de savoir si tu pourras te rendre. Le problème est de savoir si ceux qui devront t'amener pourront te trouver. Ça, je comprends. Bon. Ouais, ça, je comprends. Alors, c'est pour ça que c'est préférable c'est pas important de savoir si... Non, je sais que... C'est le chauffeur d'autobus, tu sais ce que c'est, Québec. Mais pourquoi pas le savoir, nous autres aussi? Oh, oui, on peut le savoir, nous autres aussi. C'est parce que c'est au niveau oui, de la conscience. conscience. Je te montrerai avec le télescope. On réservera notre... le lot. Mais c'est parce que ça a toujours l'air à notre insu. Comme là, quand est-ce qu'on peut savoir consciemment, pas astralement, mais consciemment, que notre double éthérique est en formation, où ce qui est rendu, qu'est-ce qu'il y a de l'air, communiquer avec lui. Non, mais tu sais, tant qu'à être ici... Il se maquille-tu? Pourquoi? Absolument. Pourquoi ne pas être au courant? Oui, on peut être au courant. Moi, je suis au courant. Bon. Alors, on peut être au courant, on devient au courant. La seule chose qu'il y a, c'est que tant que c'est l'ego qui pose la question, tous les hauts courants qu'il aura, ce sera du courant... Non, ça, je comprends. Voilà. Et c'est ça le seul problème. Maintenant, c'est sûr que si tu poses des questions plus pures, tu auras aussi des réponses. Il n'y aura aucun problème. Ah, je m'ajuste. Okay. Ah, ben, ajuste-toi à moi. Mais là, c'est ça. Donc, comment... Est-ce qu'il y a moyen de communiquer... Pour avoir une synergie, est-ce qu'on peut communiquer avec ceux qui interviennent? Exact. Bon, comment communiquer avec ceux qui interviennent? En communiquant. Sur le plan terrestre. Il faut que les individus deviennent suffisamment transparents entre eux. C'est-à-dire on a parlé un peu le mois dernier de la désinhibition. Bon. Il faut que les individus deviennent suffisamment transparents. Il faut que l'individu comprenne totalement la nuance entre la libération et la désinhibition. Et ça, ce n'est pas clair pour la majorité des personnes. On a qu'à les regarder marcher. Il y en a qui sont inhibés. On va les trouver pognés. C'est mieux. Mieux vaut être totalement pogné dans la conscientisation que d'être totalement libéré. Ça fait comme compliqué parce que tu as de la difficulté à manger un popsicle devant le public parce que tu te dis, ben oui, mais là, il va ci, il va ça, il va ça. Tu es inhibé. Tant mieux. Bon, c'est mieux. Par contre, on a d'autres personnes qui, eux autres, sont des personnages publics et puis qui vont faire à peu près n'importe quoi, puis tant pis.
Et là, on se dit, ouais, mais regarde, ils sont bien mieux. Eux autres, ça ne les dérange pas ce que les autres pensent d'eux. Moi non plus, ça ne me dérange pas ce que les autres pensent de moi. Par contre, il y a suffisamment de mécaniques qui sont anti-inesthétiques, qui font en sorte qu'il y a énormément de choses qui ne peuvent être appliquées. Et cela a créé plusieurs avantages, donc au niveau de la mécanique de l'inhibition, c'est que ça oblige l'individu à se désassujettir des archétypes collectifs pour engendrer des néotypes individuels. Alors la personne qui se dit, ben moi, je m'en fous, moi que le monde, il pense ceci, il pense cela. On a des chanteuses ou des chanteurs, par exemple, qui vont être continuellement en train de boire certaines liqueurs pétillantes et noires. Et c'est pas grave. Elles ont raison, c'est pas grave. Mais dans leur cas, ça les empêche d'évoluer. Parce qu'un être humain ne peut pas, s'il évolue vers la conscience, vers la transparence, il ne peut pas se foutre ni de lui, ni des autres, ni de ce que les autres vont penser de lui. Sauf qu'il ne peut pas souffrir de ce que les autres vont penser de lui. Par contre, il y a deux genres de souffrance. En plus que ça. Oui, mais il y en a deux majeurs. OK. Donc, quelqu'un qui est conscientisé peut avoir une certaine souffrance qui ne sont même pas décodables de la part de... Elle n'est pas décodable non plus. Mais cette souffrance-là, est-ce qu'elle doit absolument être là? Parce que ça fait partie de l'inhibition. Est-ce qu'elle doit être là ou... La souffrance fait partie de la lutte de l'ego contre l'inhibition. La souffrance n'appartient pas à l'inhibition. L'inhibition, c'est dans le système évolutif, c'est la barrière qui permet à un être humain insuffisamment réchauffé pour maintenir sa conscience près de lui, pour maintenir l'intelligence supramentale en gravité autour de lui. L'inhibition lui permet de ne pas perdre trop d'énergie. L'inhibition lui permet de ne pas redescendre dans des vecteurs d'animal humain quand sa conscience et son intelligence l'ont quitté. Autrement dit, l'inhibition fait en sorte que lorsque tu te couches, tu restes suffisamment évolué. Que lorsque tu t'engueules, tu restes suffisamment évolué. Que lorsque tu sors dehors, tu restes suffisamment évolué, même si tu n'as pas la capacité de conserver l'attraction de ta conscience ou de ton intelligence à travers tous les événements que tu vas vivre dans ta journée. L'inhibition, c'est le préservatif naturel de l'évolution. Mais si tu peux rester réchauffé tout au long de ta journée, tu n'as plus besoin d'être inhibé. Tu ne seras pas inhibé, mais tu ne feras pas plus. Tu ne feras pas plus. Plus quoi? Tu ne pourras pas boire de coke ou de Pepsi devant le monde. Bon, c'est ça. Donc, tu vas être désinhibé. Tu vas être désinhibé, mais cette personne le saura. Sauf une autre personne désinhibée avec toi, ou en face de toi. Mais si tu rayonnes, tout le monde le sait. Tout le monde sait que tu rayonnes, mais les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu te limites tant. Alors que tu ne te limites plus. C'est que tu n'en as pas besoin. Et oui, c'est extrêmement différent. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questions. Tu deviens transparente avec ton intelligence. Donc, l'intelligence, maintenant, c'est elle qui s'applique. Comme si je te dirais, ah, mange donc cette cochonnerie-là. Bah, une fois par année, c'est pas grave. Tu vas répondre, je peux pas. Ah, arrête d'être inhibé, prends-le. Ça, c'est la liberté. C'est pas que je suis inhibé, c'est que c'est stupide d'en prendre. Je ne peux pas. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, es-tu allergique? Non. Mais oui, dans le fond. Mais c'est même pas ça. Plus rendu à ce niveau-là. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme je te dirais, tu vois un tas de merde à terre, mange-les. Ben, même si t'es pas inhibé, même si t'es pas allergique, même si etc., t'en mangeras pas. Alors, ça va ressembler à ça. Mais donc tu n'es plus allergique à ce moment-là. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'allergie. C'est l'inhibition. C'est la même chose. Oui. Puis, comme avant d'être désinhibé, il faut être inhibé. Absolument. Bon, mais comment... Ça aide énormément. Oui, c'est même dans le très logique. Mais pour être inhibé par rapport à soi-même, comment s'inhiber par rapport à soi-même? Pas comment s'inhiber, on devient inhibé. Ça ne peut pas expliquer aux égaux comment s'inhiber, parce que si on leur explique comment s'inhiber, ils vont jouer à l'inhibition, ils vont être libérés dans le jouage de l'inhibition. Du jour au lendemain, ils vont cesser de jouer, donc ils vont dire, ça y est, je suis désinhibé, alors qu'ils vont être libérés. Donc, il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. À un moment donné, oui, ben, mode d'emploi, non. À quoi ça ressemble, par contre? Ça ressemble à un individu qui souffre de fausse modestie. Un individu qui est convaincu qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne peut pas changer. Un individu qui est convaincu que lui, il est fait pour le petit pain. Un individu qui est convaincu que, moi, je suis dans un corps de femme, fait que je suis fait à l'os. Dans un individu qui est, moi, je suis dans un corps de gars, je suis fait à l'os. C'est des inhibitions par rapport à lui-même. La personne qui dit toujours, oui, mais moi, je suis pas assez bonne, moi, je suis pas assez bon. Moi, je ne peux pas parler comme ça, moi, je ne peux pas l'écrire. Oui, mais ce que je dis, c'est tout mélangé. Puis bon, elle a des inhibitions par rapport à elle-même. Oui, mais quelqu'un peut être ça, puis c'est vrai, c'est ça que... Mais c'est nécessairement vrai. Oui, mais il y a quelqu'un qui peut... la personne qui est inhibée, qui dit si ça... Si elle le sait, dans le fond, elle a tout ce qu'il faut pour changer ça. Mais c'est nécessairement vrai parce qu'elle est inhibée par rapport à sa liberté.
C'est-à-dire à son avancement évolutif. Mais elle a quand même le potentiel. Ça veut dire il y en a qui disent ça, puis c'est vrai qu'ils sont pas... Non, ceux qui disent ça, là, je parle pas de ceux qui ont appris à le dire, là, mais ceux qui découvrent cela, eux autres, ils ont le potentiel de changer. Puis quand on accède à la transparence, où devient-on androgyne? Sur la planète. Mais est-ce que ça va ensemble? Absolument. À partir du moment où tu es transparent, tu es androgyne. Absolument. Mais là, il va encore avoir des corps d'hommes puis des corps de femmes, par exemple. Exactement. Mais sur le... Il va tout... Est-ce que tu poses la question, est-ce que tu deviens androgyne? Ben non, on se pose la question, est-ce que le corps devient androgyne? Est-ce que le corps devient androgyne? Le corps ne devient pas androgyne. Tant qu'on va sur le plan terrestre, il va y avoir des hommes et des femmes. Non, tant que tu vas être dans ce corps-là. Oui, mais est-ce que je change de corps sur le plan terrestre? Non. Est-ce que je change de corps sur l'autre planète dans Non plus. C'est où que je change de corps? Encore son où? Je vais me faire une carte. Le corps lui-même va changer lorsqu'il y aura des raisons intelligentes pour qu'une apparition corporelle se fasse quelque part. Et cette apparition a besoin d'être sexuelle sera sexuée en fonction du sexe qui sera le plus utile. Parce que avec des mots spirituels, on va dire qu'il faut que le corps devienne lumière. Mais là, c'est... Ça, c'est le double éthérique qui descend, le corps de lumière, qui fusionne avec le corps de matière. Mais là, c'est encore un corps d'homme et un corps de femme. Oui. Puis t'es encore sur une planète, puis quand est-ce que tu changes de plan? Que ce soit plus... Quand est-ce qu'on a fini? Non, mais c'est vrai, quand est-ce que... Ça a l'air limité comme ça, là. Ça n'a pas l'air limité comme ça, c'est parce que tu as des visions astrales, des visions égoïques de certaines choses. Mais le fait que tu aies un corps de femme ou que d'autres aient un corps d'homme, ça ne change rien tant que tu n'es pas assujetti au système endocrinien ou au système astral qui a prévu à l'élaboration de la sexualité chez les humains. Mais ton corps est un corps de femme du point de vue de l'apparence, sauf que tu n'as absolument plus un corps de femme. Donc ton corps, il est androgyne, mais il n'est pas androgyne extérieurement. Bon. Et en plus, l'énergie qui sera communiquée par le corps d'une femme ne sera jamais celle communiquée par le corps d'un homme. Donc il y aura androgyna du point de vue de la mécanique sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sexualité ou de sexualité entre les êtres humains. Par contre, il y aura toujours une différence de communication ou d'accomplissement énergétique entre les différents corps. Comme tu en auras de toute façon entre les corps de différentes femmes ou entre les corps de différents hommes. Mais il y aura une symbiose ou une synergie énergétique plus facilement réalisable entre un habitant d'un corps féminin et un habitant d'un corps masculin. Sauf qu'on ne parle pas de sexualité ou de sexualité, on parle uniquement de deux mécaniques qui vont être capables de se rencontrer et qui, par l'attraction, à cause de leur constitution atomique, cela va permettre d'engendrer plus facilement un survoltage, donc de permettre une synergie plus radicale et plus facile. Oui, ça, c'est le début. Mais ils sont androgynes dans la conscience prémentale, dans la conscience mentale. Au niveau de l'ego, il n'y en aura plus, donc c'est androgyne au niveau de l'astral. C'est androgyne au niveau du vital. Sauf qu'il reste des mécaniques différentes au niveau du corps physique, de par leur constitution. Progressivement, lorsqu'il y aura suffisamment de symbiose entre 2, 3, 4, 15, 20 000 personnes qui sont androgynes sur tous les plans, sauf dans l'apparence biologique, progressivement, là, il y aura des fusions entre ces différentes personnalités, entre ces différentes personnes, et il y aura la création ou la mutation de certains corps en fusion en corps qui, eux, seront totalement asexués. Bon, donc c'est l'autre ça, là? C'est l'autre palier, ça. Oh, c'est ça, c'est l'autre palier. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand tu as ce palier-là? Ah, ben, on joue aux échecs. Donc, rendu à ce palier-là, un corps va être formé de plusieurs corps terrestres. Donc, c'est là que les doubles éthériques ils rassemblent de plus en plus de personnes pour arriver... Se fusionnent ensemble. Bon, c'est ça. Mais ça, c'est-tu bientôt ou c'est... Oh, oui. C'est ça, là, on retourne. C'est ça, après ça, là, une fois qu'on est 4, 5 ou 10 000 ou qu'on forme un corps... On est un. On est un. Donc, c'est pour tourner à un. Mm-hmm. Non, mais c'est ça, mais c'est encore... Pas une. En tout cas, Uno, Una. Mais c'est quoi, c'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça fait, là? À quoi ça... Le 1, là, qu'est-ce qui se passe avec le 1?
il se passe des choses que la conscience de l'homme et de la femme ne peut pas comprendre. On est aussi bien de revenir à la fusion. Non, dépendant des questions que tu peux poser, on peut en parler un peu, mais il se passe des choses que l'homme et la femme ne peuvent pas comprendre. Il y a, premièrement, ingestion. Bon, premièrement, lorsque l'être humain parvient à cette forme de transparence, il y a d'énormes dangers sur le monde dans lequel il vit, pour la simple raison que toutes les forces astrales vont s'arranger pour perturber au maximum, pour étendre au maximum le couvert de l'astral sous contexte planétaire de façon à couper l'entrée supramentale. Il y a dans le contexte planétaire actuellement, comme en Amazonie, sur certains océans, dans le désert du Sahara, puis dans d'autres formes de désert, Gobi, Terre de Feu, etc., pôle Nord, Arctique, Antarctique, il y a énormément d'endroits où il y a insuffisamment d'humains, ce qui fait que la couche atmosphérique qui est égrégorisée, qui est astralisée, est extrêmement mince. C'est surtout par là que rentre la mécanique supramentale. À l'origine, la mécanique supramentale est absorbée par la couche d'ozone, sauf qu'il y a aussi une mécanique qui fait que l'ozone est relativement détruit dans certaines de ces régions, et cela fait en sorte que l'énergie supramentale traverse mieux. Par contre, ce que l'on doit comprendre, c'est que pour empêcher l'énergie supramentale de continuer à pénétrer pour venir toucher les êtres humains, plus s'il y a un grand remous dans l'astral planétaire, il y aura suffisamment de vagues dans l'astral pour que toutes les couches redeviennent plus ou moins homogènes pendant un grand laps de temps, et cela va permettre d'obscurcir la surface de la planète Terre du point de vue supramental dans sa presque totalité. Et pour que cela arrive, il faut que l'être humain souffre énormément, que l'être humain saillisse, se déteste, s'engueule, se tue, se fasse la guerre, etc. Et présentement, nous sommes dans un laps de temps planétaire où rien n'est déterminé. Disons que 99% des trames nous mènent vers un conflit militaire global. Et les grandes puissances s'assoient ensemble maintenant pour parler de paix. Il y a uniquement Margaret Thatcher qui avertit tout le monde de faire bien attention, parce que chaque fois que ça se fait, ce genre de choses-là, c'est toujours des prémices à de très grandes guerres. Et elle a demandé à tout le monde d'être extrêmement prudent, de prendre son temps, d'être lent. Mais les peuples ont soif de paix. Et les peuples ont soif aussi de guerre. Alors, il y a donc possibilité d'une grande perturbation. Cela va faire en sorte que les êtres humains qui seront capables d'être suffisamment transparents entre eux seront les seuls capables de reconnaître les individus qu'on appelle traditionnellement élus. La marque sur le front, ce n'est pas une marque sur le front, c'est l'ouverture simplement d'un canal qui permet au troisième œil, à la glande pinéale entre autres, d'être capable de rayonner suffisamment. Et ce rayonnement-là est aussi, non seulement il émet, mais il est aussi capable de percevoir. Et de cette façon, les individus seront reconnus. Quand dans les antiques théologies, on parle d'intervention extraterrestre ou intervention divine, c'est le même phénomène, des personnalités qui vont venir ramasser ces êtres humains-là, et ils devront reconnaître les humains. Bon, alors même si on veut savoir où on va, l'important c'est au minimum d'être reconnaissable. Et on ne peut pas être reconnaissable par les bonnes actions que l'on fait, on ne peut pas être reconnaissable par les dons que l'on aura fait, par les guerres que l'on aura fait, par les découvertes scientifiques que l'on aura fait. On ne sera reconnaissable que par le rayonnement de la glande pinéale, donc le troisième cerveau supramental, qui lui n'est mis en opération uniquement que par le biais de la transparence, c'est-à-dire le biais de la fission de l'ego, le biais de l'anégoïsation réelle, et l'être humain qui parvient à cela sera un être humain qui, dans la Bible, on va dire, par exemple, que les mécaniques seront tellement puissantes que même les élus pourraient être trompés s'ils le pourraient. L'avantage qu'il y a, c'est que parce que tu vois, tous ceux qui auront la même puissance qu'une personne en contact supramental fusionnel, ces personnalités qui, s'ils sont fausses, ne rayonnent pas. Donc, tu pourrais te laisser berner par leurs paroles, par tout ce qu'ils font, par tout ce qu'ils disent, par tout ce qu'ils pensent, par tout ce qu'ils savent, mais ces personnes ne rayonnent pas. De ce fait, tu ne peux pas les reconnaître. Les individus qui vont être capables d'arriver à cette transparence, donc des individus qui vont réellement comprendre l'importance de ne pas se libérer, même l'importance de s'inhiber, de devenir totalement poigné. Ces individus qui vont comprendre l'importance de s'inhiber pour, par la suite, vivre une désinhibition en fonction uniquement d'eux-mêmes, en fonction de certains autres individus à caractère rayonnant, en fonction de certains événements endopharmiquement énergisants, en fonction de certains contextes planétaires, paysages, etc.,
L'individu, autrement dit, capable de rayonner le respect, un respect tel que même ceux qui ne se respectent pas vont être obligés, pendant sa présence, de se respecter eux-mêmes. Ces individus ce sont des individus qui s'anégoïsent et qui vont engendrer un contact avec leur double éthérique et qui sont capables de se fusionner à lui. Mais quelqu'un peut être en contact avec le plan supramental? S'il provient du plan supramental, oui. Mais je parle en étant faux? Il est réel, sauf que ce n'est pas un être conscientisant, c'est un être descendant. C'est une mécanique qui provient du plan supramental, qui descend un doigt de plan d'intelligence supramentale à l'échelle du contexte planétaire, mais soit qu'il n'y aura pas de corps astral, de corps mental, il n'y aura pas d'ajusteur de pensée, il n'y aura pas de corps vital pour permettre le rayonnement matériel, ou soit qu'il y aura dans les corps humains qui seront volés, trop d'ego. Cela va faire en sorte que tu ne pourras pas croire. Parmi ceux qui vont intervenir, eux nous reconnaissent, mais nous aussi, on doit les reconnaître. C'est ce qui va arriver aussi. Est-ce qu'ils sont rayonnants? Ils ont un gros bouton. Un gros bouton rouge. Côté du nez. Mais est-ce que... Ils viennent avec des traîneaux, puis c'est des reines qui tirent, traîneaux. Ah, c'est pas nous autres qui... Mais c'est ça, est-ce qu'ils... Ouais. Est-ce qu'ils sont rayonnants, eux autres aussi? Est-ce qu'on peut les reconnaître de la même façon qu'on reconnaît ceux qui sont ici? Oui. C'est quoi? Mais c'est-tu nos frères, il y a encore des mots spirituels, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-tu nos... C'est ça, c'est parce que là, de toute façon, ça a l'air comme des petits bébés qui viennent se faire chercher. Toi, puis tes petits bébés, puis tes petites personnes, puis t'es pas libre, puis pas autonome, puis... Ben, en tout cas, tu sais, c'est des questions qui se posent. Quand la poule couvre l'œuf, est-ce qu'elle s'aide elle-même ou si elle aide l'œuf? Ben, les deux. Bon, ben voilà. Sauf que toi, tu parles toujours des parents qui viennent chercher les petits bébés. Ben oui, mais c'est parce que je devrais bien être au courant. Pose des questions. Comment les reconnaître? Là, tu as un exemple de libération. Oui. Comment les reconnaître? Comment me reconnais-tu? C'est difficile de mettre des mots, mais je sais. C'est ça, voilà. Mais ça va être la même chose. C'est ça, en plein ça. Savoir instrumental, c'est quoi? C'est ça, tu vas savoir. Quand ça te dit, ben prouve-moi-le. T'as rien à foutre, t'as rien à prouver. Tu vas le savoir, ça va être évident. Mais ton ego se dit, oui, mais comment puis-je faire confiance à mon savoir si dès le départ, je ne suis pas sûr que je sais? Comment me faire confiance à moi-même, l'inhibition par rapport à toi? Mais cette inhibition, elle va aussi tomber à un moment donné, il n'y aura plus de problème. Les êtres humains, dans la conscientisation, doivent s'inhiber extrêmement puissamment en face d'eux-mêmes, et nécessairement, ils seront inhibés en face de l'extérieur. Hein? Je connais des individus, moi, qui sont extrêmement puissants, et ce sont les plus parfaits imbéciles que je n'ai pas côtoyés. Bon, oui, mais d'autres. Et ces personnes, on ne peut pas les haïr, on ne peut pas rien dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'arranger pour établir des communications énergétiques qui vont faire en sorte que l'individu pourra apprendre à faire confiance à celui avec qui il parle. Et nécessairement, pour que cela se fasse, celui qui parle doit aussi avoir des communications avec l'autre, pour que les deux finissent par se rendre compte que tous les deux on niaise, on parle en langage d'oiseau, on est deux beaux connards, parce que tout ce qu'on ne veut pas dire, on le sait, tout ce que tu me caches, je le sais, puis demande pas de te dire c'est quoi, parce que je suis inhibé, donc je vais te le retransmettre en langage d'oiseau, et puis progressivement, il y a un niaisage comme ça. On appelle cela la force d'apprivoisement. En ce qui concerne les mécaniques extraterrestres, à un moment donné, qui vont intervenir, il y aura la même chose. Mais s'il faut que ça recommence, ça va être long, ça va être Ça ne terrible. sera pas long. Tu sais, si ça presse, là, puis là, qu'on commence à niaiser... C'est de ma faute, moi, si tu commences à niaiser, t'as qu'à pas niaiser. Non, mais c'est ça, je te dis, faut que je le sache tout de suite. Regarde ceci encore, extraordinairement important. L'inhibition face à la mécanique extraterrestre, l'inhibition face à Dieu, l'inhibition face à une vie après la mort, l'inhibition face à l'intelligence supramentale, l'inhibition face à l'ajusteur de pensée. Il y a énormément de personnes encore qui me suivent, qui suivent les conférences, qui ont une phobie, une allergie d'en entendre parler. Ils ont un malaise lorsque l'on en parle, exactement comme si c'était toujours, oui, mais c'est pas pratique. C'est extrêmement pratique. Sauf que c'est pas pratique dans le sens manger une barre de chocolat.
Mais ils ont des inhibitions, et ces inhibitions-là sont importantes parce que ces individus ont trop d'énergie, trop d'utilité cosmique. C'est évident que rien que dire ça, déjà là, je les enrage. Et puis, si les individus savent pas de qui je parle, je pourrais nommer leur nom à un moment donné, minimum leur lettre, A à Z. Et puis, ces personnages, pourquoi sont-ils inhibés? Ils doivent rester inhibés parce que ce sont des individus trop bâtards dans leur passé, dans certaines vies antérieures, et ces individus se libéreraient facilement. Ils s'abreuveraient de l'ajusteur de pensée, des mécaniques extraterrestres, et ils triperaient là-dessus, ils s'en feraient un but, ils s'en gaveraient, ils en baveraient. Au lieu, là c'est la libération face à ça. Ah oui, mon ajusteur de pensée, moi j'en ai deux, bon, puis ils sont bons, voilà, ça. Bon. Et l'individu a une inhibition face à l'ajusteur de pensée, si on prend ça comme exemple, où il va dire, oui, mais tu sais, l'ajusteur de pensée, là, moi c'est quand je charrie comme ça, là, tu sais, que je décroche. C'est ça. Ils ont une inhibition. L'inhibition les empêche de se libérer face à la nouvelle information. Et là, ils pourraient devenir prophètes d'ajusteur de pensée, n'importe quoi. Parce qu'ils ont de l'ego, ils vont dire, non, moi, pourquoi j'aime pas ça, c'est parce que les autres peuvent facilement finir par triper là-dessus. Ça, c'est une projection dans l'inhibition. C'est une façon de ne pas voir l'inhibition. L'inhibition est essentielle parce que ces personnages, lorsqu'ils vont progressivement, lentement, hein? Les personnages, oui. Lentement. Lorsqu'ils vont lentement atteindre un savoir instantané de ce que c'est que l'ajusteur de pensée, de ce que c'est que les mécaniques que je parle, ils ne pourront pas tomber dans la libération face à cela. C'est pourquoi ils sont totalement inhibés, c'est pourquoi c'est comme pénible d'en entendre parler ou d'en parler, pour la simple raison qu'ils ont une inhibition là-dessus, et c'est essentiel qu'ils l'aient, parce que dans le passé, ils ont joué les rôles de grands prêtres, ils ont joué des rôles de déesses ou de dieux, ils se sont pris pour les mécaniques. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est que j'ai peur qu'autrui finisse par, ils ont peur eux-mêmes de, mais par une peur non colorée, c'est-à-dire que c'est transparent, on ne peut pas la voir, c'est ça l'inhibition, et c'est essentiel. C'est pour que même si tu dis oui, mais ça peut prendre du temps, imagine-toi qu'il y a une bombe nucléaire qui s'en vient direct sur ta caboche, il y a un vaisseau spatial qui atterrit, puis là, ben là, ça te prend 300 ans à décoder ou à l'apprivoiser, ou etc. Ouais, c'est ça, là. Ben oui, mais commence aujourd'hui. Ouais, ok, mais ces personnages-là, je comprends. Eux, il faut qu'ils demeurent inhibés. Pour l'instant. La majorité des personnages, comme la majorité des personnes qui font partie du groupe des chefs, il y a la majorité des personnes extrêmement inhibées. C'est essentiel qu'elles soient inhibées, parce que sinon elles se libéreraient. Et l'inhibition, c'est ce qui les obligera à abaisser une barrière, non pas par manipulation astrale, mais par intelligentiation supramentale. Ils peuvent quand même procéder par désinhibition. Ils ne pourront que faire cela. Mais je parle, il ne faut pas qu'ils restent pour un temps inhibés. Ils peuvent quand même non, commencer... ils vont rester pour un temps inhibé, le temps que ça leur prendra à se désinhiber. Mais il n'y a pas de besoin de temps inhibé. OK. Ils n'ont pas besoin, autrement dit, d'être en incubation dans l'inhibition pour faire éclore un être nouveau. Parce que pour ce qui a trait à la désinhibition, c'est qu'à un moment donné, on sait, mais on ne sait pas si les mots viennent pas. Uniquement parce que dans la désinhibition, tu fais affaire à des néotypes. Comme l'être humain est totalement manipulé par des archétypes, chaque fois qu'il communique quelque chose, il le communique en fonction d'une forme préétablie par la collectivité, par l'expérience, la tradition, et il sait quoi dire. Bon. Dans le néotype, il ne sait pas quoi dire, parce qu'il n'est pas suffisamment en contact avec le plan supramental lorsqu'il veut parler de désinhibition. Parce qu'il n'a pas su travailler la mécanique d'utopisation convenablement, parce qu'il est inhibé par rapport à la désinhibition, il est inhibé par rapport à lui-même aussi. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de s'asseoir et prendre son temps. C'est là que c'est réellement exponentiel. Alors, il commence, il a l'air fou, il a l'air folle, il n'a rien à dire, c'est idiot. Puis, à un moment donné, ben, progressivement, ça va finir par être de moins en moins con. Et à un moment donné, ben, il n'y aura plus de problème. Ils seront désinhibés. Mais désinhibés ne voudra pas dire qu'ils pourront faire ce qu'une personne libérée fait. Ils seront par contre désinhibés. Quand je procède par désinhibition, j'ai l'impression de revenir au point de départ. Comme si... Mais pourquoi? À quoi ça servit entre les deux? Non, dans ton cas, c'est un peu vrai et c'est un peu faux. Bon. Mais à quoi ça servit d'abord dans la part où c'est un peu vrai? Parce que tu avais uniquement des visions de ce que ça devait donner, mais en grandissant, te faisant incarner par le monde des adultes, tu n'aurais jamais pu appliquer cela
par l'intelligence, tu l'auras appliqué uniquement par la libération. Comme les individus qui disent, bon, moi j'ai fait une commune, j'ai fait la cité écologique de l'ère du poisson, et puis, tout est parfait. Et maintenant qu'on l'a fait, qu'on l'a réussi, après tout le travail qu'on s'est donné, eh bien, on se rend compte que peut-être ça peut tomber. C'est ça. Il aurait fallu qu'eux s'inhibent totalement. Une fois inhibés, ils traversent du côté de l'intelligence, et là, ils seraient revenus avec les mêmes idées. Là, il aurait pu dire la même chose que toi. Oui, mais ça devient idiot. V'là 20 ans, c'est ce qu'on voulait faire. Oui, tu l'aurais fait avec de l'astral. Tu l'aurais fait coloré par de l'émotivité dans l'expression de l'intelligence dans un champ. Alors que maintenant que tu es monté jusqu'en haut, c'est évident que tu redescends jusqu'au plus petit de tes rêves d'enfant. Mais maintenant, c'est l'intelligence qui dirige la chose, ce n'est pas l'astral et les mémoires réincarnationnelles de toute l'humanité. D'où la majeure nuance. C'est-à-dire que quand je me souviens, finalement, je suis coloré dans ce temps-là, c'était plus astral que maintenant. Donc, c'est pas vrai que je reviens... Non, absolument pas. Mais tu redescends dans le même aquarium. Mais tu es dans un scaphandre, tandis qu'avant, tu étais en costume de bain, c'est tout. Mais ça, est-ce que c'est la même démarche pour tout le monde qui passe par la désinhibition? Oui, un homme et une femme désinhibés, l'un par rapport à l'autre, ne pourront jamais avoir de relations sexuelles. Sauf s'ils ont d'un commun accord décidé de procréer. Alors là, il y a déjà 95% des hommes ici, là, ils se voient très très loin de la désinhibition. N'empêche, quand on parle de désinhibition, c'est pourquoi ça devient extrêmement important, quand tu parlais de pureté tout à l'heure. On ne peut pas entreprendre l'idée de la désinhibition en fonction uniquement d'objectifs astrales. Mais c'est ça, mais il n'y en a pas d'objectif finalement. Il ne peut pas y en avoir. Donc, on est poussé à se désinhiber, c'est tout. Par l'intelligence. Mais les objectifs, tu les connais. Certains ici vont les connaître, ne pourront jamais en parler. Ça fait partie des mécaniques énergétiques qui ne doivent pas être communiquées à l'homme. L'homme, la femme ne doit pas apprendre ces mécaniques parce que si elle les apprend, elle ne pourra jamais les appliquer. La démarche que tu fais pour découvrir la chose, c'est la chose. Oui. Alors, si je te l'apprends, tu ne peux pas faire la démarche pour découvrir la chose. Donc, tu n'auras que de l'information sur la chose, mais tu n'auras jamais la chose. Et il y a énormément de mécaniques de ce genre qui ne peuvent pas être amenées par un orateur à l'être humain, qui ne peuvent qu'être découverts seuls ou en communication 2, 3, 4, 5, 6 personnes, seulement si les 4, 5, 6 personnes travaillent, parlent, communiquent. Tu n'as pas un dans le lot qui est là comme observateur. Il va inhiber tout le groupe. Donc, ça ne fait pas partie de l'inhibition. Ça ne doit pas être dit. Ça fait partie de l'inhibition chez l'humain. Et quand l'humain devient désinhibé, il n'en parle pas plus. Mais il faut toujours bien que ce soit nommé pour que ce soit su. Pour l'ego, oui. Bien, c'est ça, mais donc, il faut que ce soit dit. On s'en fout, non? Donc, rester dans le flou de même, est-ce qu'on reste... Ce n'est pas dans le flou, ce n'est pas dans le flou. Il y aura des choses qui seront actées dans le corps physique, de façon à créer des liaisons, des ponts dans le corps physique, au point de vue d'une désinhibition, donc de l'engendrement d'une synergie de communication. Il y aura des parties de communication dans le plan vital qui pourront aussi être nommées, qui seront aussi perceptibles vitalement. Il y aura des communications dans le plan astral, mais d'un astral de plus en plus pur, qui sera aussi nommé, qui pourra aussi être perçu au niveau de certaines formes de vibrations sentimentiques. Il y aura une communication mentale qui, elle, sera intimement nommée. Et il y aura une communication donc énergétique mentale. Il y aura une communication supramentale qui, elle, ne sera pas nommée, mais qui sera dégustable. Et il y aura des communications dans d'autres plans qui, ceux-là ne seront jamais nommés parce que ça ne regarde pas le plan de l'ego. C'est comme si l'ego dirait « J'aimerais connaître tous les mots pour savoir ce qu'ils se disent en haut. » Donc, mais c'est quoi l'impression de devoir dire quelque chose qui ne sort pas si ça doit pas être nommé? Tu me demandes d'expliquer à un aveugle de naissance qu'est-ce que c'est que la couleur jaune. Oui, mais pourquoi que l'aveugle n'aura pas en lui l'idée de la couleur jaune? Il l'a pas. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi qu'en moi, d'abord, il y a une impulsion de dire des choses qui ne doivent pas être dites? Je ne devrais pas même pas avoir l'impulsion? Oui, tu auras l'impulsion. L'impulsion est la mécanique attractive qui oblige cette énergie à venir chez toi. Donc, il faut que ce soit Il y aura énormément de choses qui seront télépathiquement communiquées. Ce ne sera pas dit. Il n'y aura pas de mots. Non, ça oui. J'expliquais dernièrement à une personne, et seuls les individus qui comprennent bien la désinhibition comprennent ce que je dis. Tu es complètement nu. Tu te promènes avec un homme dans la forêt.
vous êtes totalement bien, et à un moment donné, vous êtes désinhibé, à un moment donné, tu vois une boîte de conserve écrasée sur le bord du chemin. Et la seule chose qui vous passe par la tête, c'est de vous rhabiller. Alors vous étiez pur et désinhibé. Le paysage devenant inajusté à ce que vous êtes, fait que vous vous ajustez à ce qu'il est. Une personne libérée s'en foutrait. Mais la désinhibition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus sentimentique. C'est au-delà de ce que tous les archétypes planétaires ont pu amener. Alors, il y a vraiment une nuance majeure entre la libération et la désinhibition, même si de temps en temps, on va dire que c'est similaire. Ce n'est pas similaire. Il y a plusieurs subtilités qui devront uniquement lorsque les cerveaux des individus développeront cette subtilité, qui pourront être, ces subtilités-là de la désinhibition pourront être perçues et vues et compris. Sauf que dans la majorité des cas, les individus ne pourront pas parler de la chose. C'est comme je te dis, pourquoi vous rhabillez-vous? Vous avez qu'à continuer, la boîte de conserve, on s'en fout. Toute l'esthétique du paysage, tout ce qui vous a permis d'arriver à un taux vibratoire X est altéré. Et vous n'en souffrez pas, mais vous allez changer de comportement. Et la personne dirait, ben, c'est qu'à l'enterrer et laisser ça là. Oui, mais on va se rhabiller, on va l'enterrer, on ne pourra plus communiquer ce qu'on communiquait en termes de synergie de communication, et à un moment donné, un autre jour, ça va reprendre. Mais il n'y a pas, on ne peut vraiment pas se faire un prototype, te dire par exemple, on devrait se faire une colonie de désinhibés, où on devrait, par exemple, avoir un village off-sol, puis là on pourrait se désinhiber plus facilement. L'être humain, fondamentalement, doit changer des choses, et pour changer des choses, il doit appliquer ce qu'il a appris, appliquer ce qu'il sait, et il doit comprendre que l'inhibition fait partie des mécaniques qui peuvent récupérer l'humain vers la liberté. Il va donc décrocher de l'évolution de conscience uniquement pour aller se gaver des plaisirs de libération qui semblent donner les résultats des plaisirs de l'évolution. Mais comme ton exemple que tu apportais, ça a un aspect de fragilité. C'est extrêmement fragile, mais ce n'est pas fragile parce que ce n'est pas dérangé. Sauf que l'événement au complet devient altéré. Moi, c'est au niveau de la solidité. C'est que plus tu évolues, puis d'un certain point de vue, c'est comme plus tu deviens faible, parce que plus tu es allergique à vivre sur la Terre. Parce que dans l'évolution au-delà de la pointe qui te permet l'exponentialité, l'évolution solaire est une évolution qui est totalement à l'inverse de l'évolution lunaire. La majorité des qualités dans l'ère du Poisson sont des défauts dans l'ère du Verseau. La majorité des défauts sont des qualités de l'autre côté. Alors tu vas dire, effectivement, l'homme a toujours travaillé pour être solide. Bon, ne pas être dérangé par ceci, etc. C'est essentiel pour l'amener à la désillusion suprême, parce que lorsque l'homme travaille pour ne pas être dérangé, c'est qu'il travaille pour contrôler. Lorsque tu es rendu à la désillusion suprême, tu peux maintenant goûter à d'autres formes d'énergie, parce que tu as accumulé suffisamment d'orgueil pour te permettre de transcender, de passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, l'être humain devient un être qui n'est pas faible, mais un être qui est sensible. Mais sa sensibilité n'est pas une sensiblerie, sa sensibilité ne le détruit pas, ne le dérange pas, mais nécessairement l'être sera en perpétuel ajustement sans travail, l'être ne souffrira pas. Il sera aussi bien avec ses vêtements devant la boîte de conserve rouillée sur le sol, que nu sans boîte de conserve rouillée sur le sol. Alors, du point de vue de l'ego qui ne comprend pas la désinhibition, qui lui essaie de transposer ça dans la libération, il va voir là de la faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse parce qu'il n'y a pas d'objectif chez celui qui est désinhibé, transparent pur, donc en fusion. Il n'y a pas d'objectif. Donc, il n'a pas le besoin de préserver un événement, de préserver un cadre, ce n'est pas de l'émotivité. Mais la peine, c'est l'ego qui a de la peine. Dans le fait que... À ce niveau-là, il n'y a plus de peine. Mais dans le début, tant que l'être humain est confronté continuellement à devoir séparer les désirs désinhibés, donc les désirs de libération de l'ego, de ce qu'il aura, les visions qu'il avait aussi, parce qu'un être humain évolué, ça devrait normalement être un être humain qui, on a plein d'idées, hein, c'est ça le problème. Si ces idées-là sont balayées du revers de la main ou encore du bon côté de la main, la personne qui est rendue suffisamment inhibée n'aura plus cette souffrance. Et c'est parce qu'on est toujours confronté à réincarner des mémoires de l'avenir,
coloré par nos désirs et nos espoirs du passé, coloré par nos écœurements réincarnationnels des phases évolutionnaires de l'humanité. Et à travers cela, on est toujours un peu impatient d'y arriver, un peu écœuré de ne pas y être, un peu déçu d'être pogné comme ça, un peu, etc. Parce que si tu es dans un environnement auquel tu es allergique, c'est logique d'avoir une certaine souffrance ou de... C'est pas logique, mais tu en auras une. Sauf que si tu es allergique à l'environnement, c'est parce qu'il y a une inhibition face à l'environnement. Mais l'être désinhibé, lui, ne sera pas allergique, ne souffrira pas, mais agira exactement comme celui qui est inhibé. L'avantage de l'inhibition, c'est qu'elle te permet d'agir comme si tu étais évolué. Jusqu'à temps que tu le deviennes. Oui, alors c'est évident qu'à l'intérieur, c'est pas confortable du tout, c'est souffrant. Prends un homme inhibé en face d'une femme, il pourra pas lui faire la cour, il pourra pas l'éviter à coucher, il pourra pas la traiter comme la majorité des mâles traitent les femelles. La journée qui finit par la connaître assez, qui s'apprivoise et que ça s'en va vers la libération, et c'est réglé. Là, il va pouvoir la manipuler, la coucher avec elle, faire un paquet de cossins. L'inhibition te permet d'agir comme si tu étais évolué. Alors, tu rentres quelque part et tu es tout gêné, l'ego transpire, bon, etc. Sauf que tu vas agir d'une bonne façon. Quand les acteurs, ou les actrices ou les chanteurs, chanteuses disent « le trac, c'est bon, ça nous évite de faire des conneries sur scène », l'inhibition fait en sorte qu'ils agissent comme s'ils se contrôlaient. Donc, mais élimine l'inhibition, une gang de cons. Il y en a de temps en temps qui étaient totalement désinhibés puis totalement libres. Hein, il y en a un qui avait fait, il avait dit à quelqu'un « si vous faites quelque chose de plus cochon, de plus chiant, de plus que moi, je vous donne 5000 pièces. Il y a un gars qui est monté en haut, baissé ses culottes, puis il a fait ses besoins sur la scène. Puis l'acteur, il a mangé ses besoins sur la scène. Fait que, il a gardé son 5000 pièces. Et c'est un bonhomme qui fait toujours ses spectacles totalement ivre d'alcool. Maintenant, il n'en fait plus, là. Mais si des gens désinhibés rayonnent, donc ils devraient faire en sorte que la Terre devrait ne pas avoir à s'en aller, mais faire en sorte que la Terre soit leur demeure. C'est qu'il y a un principe que l'intelligence aime bien appliquer, c'est qu'elle travaille facilement. Alors toi, tu veux mériter, ils rayonnent, on devrait tout purifier la Terre, tout te faire évoluer tous les animaux humains de la planète, faire en sorte que les aigles deviennent herbivores. Non, mais si tu rayonnes, tu n'as rien à faire, tu es assis de même dans ta chaise, puis ça se fait tout seul. Moi, c'est dans ce sens-là, là. Oui, c'est dans le sens de ton ego qui se pose des questions, mais c'est pas ça qui va se passer. Il y a bien des choses qui vont se faire qu'on peut pas trop parler. À moins que tu te poses des questions plus claires, plus pures. Mais là, ça, est-ce qu'il faut... des questions d'ego. Mais est-ce qu'il faut les poser, ces questions-là? Si elles se posent, on verra s'il faut les répondre. Parce que si tu deviens transparent puis tu t'en vas ailleurs, mais est-ce que tu es relié à la Terre puis tu continues ton travail de là-bas? Non, quand l'être humain, quand le corps physique va être transporté, l'humain ne travaillera plus sur la Terre. L'humain va travailler uniquement pour la Terre, mais ne travaillera pas sur la Terre, et il va travailler pour la Terre sans avoir à penser à la Terre. Ben, il va travailler pour la Terre, finalement. C'est ce que j'ai dit, sans avoir à penser à la Terre. Donc, l'humain va être capable de continuer à vivre ses synergies, mais c'est parce que ça n'a tellement rien à voir avec ce que tes archétypes peuvent vouloir te transmettre. C'est comme de dire, l'humain qui n'a plus besoin de sommeil et qui ne dort plus, sa vie devient 2 fois plus plate. L'humain qui n'a plus besoin de manger, plus besoin de s'alimenter, plus besoin de cultiver, plus besoin de chasser. L'humain qui n'a plus besoin de passer son temps à se bâtir des maisons ou à se faire du linge pour se vêtir, se protéger du froid. L'humain qui n'a plus besoin de travailler pour se sécuriser et qui n'a plus peur de se faire enlever, se faire violer ou de se faire attaquer. L'humain qui prend l'avion et qui est sûr que même si l'avion s'écrase, il va être dans pleine forme. L'humain qui n'a plus de raison de passer sa vie à fuir la merde planétaire. Non, moi, ça va être quoi sa vie? Il va se suicider? Non, moi, ça, là, c'est pas... Non, moi, c'est qu'est-ce que ça va être? Ou qu'est-ce que c'est, déjà? Le problème, c'est que tu le sais en partie. Ben, c'est ça. Puis tu me demandes de faire ton travail. Ben, parce que j'ai pas les mots. Alors, faut avoir les mots au minimum pour poser les questions convenablement. J'ai même pas les mots pour ça. Ben, je sais, c'est pour ça que ça m'arrange. T'as pas besoin de répondre. C'est de ma faute, toi. Non, faut qu'on reparte sur un autre échelon. Comme la deuxième partie, on pourra repartir sur la pureté. Et puis, on va aller visiter un autre chemin de la mécanique. Et puis, à un moment donné, il y aura des choses. Ce qui était très, très, très important à comprendre. Et à un moment donné, je faisais une farce. Hein? Je disais, avec plusieurs séminaristes, le problème, c'est que quand on parle de quelque chose de pratique, la farce, c'était simplement ceci. L'intervieweur me posait une question, puis je lui disais, ah oui, mais là, c'est bas pas mal, c'est bas, ça, là, tu sais, c'est pratique qu'ils peuvent appliquer ça, fait que c'est bas, le monde n'aime pas ça.
C'est pas une question